Chronique du député de l'Abitibi-Témiscamingue avec Sébastien Lemire. Bon matin, Sébastien. Bon matin, Bruno. Merci de m'accueillir. Merci de ta patience. Il y a des matins comme ça où, disons, l'organisation familiale est plus difficile, puis effectivement, la route faisait en sorte que je ne pouvais pas tenter une manœuvre qui aurait été dangereuse. J'aime mieux arriver peut-être un peu en retard que pas. Puis en même temps, merci de votre patience parce que je vais faire quand même de le faire à distance. Mais mon Dieu que j'aime le studio à Radio Boréal. J'aime ce que vous avez fait. Donc, merci. Je suis très content d'être ici. Ben merci avec ta belle fleur de lys là, sur ton veston. En plus, là, ça va paraître bien ça à la caméra parce qu'on rediffuse toutes tes chroniques. D'ailleurs, vous pouvez les réécouter au complet, les chroniques avec Sébastien Lemire sur notre site internet radioboréal.com. Sébastien Lemire, le temps des bilans toujours, à la veille comme ça de Noël, du jour de l'an. Alors, ça ressemble à quoi cette année, ce qui se passe à Ottawa? Comme je te disais d'entrée de jeu en rentrant dans le studio, c'est sûr que faire un bilan, ça m'amène à essayer de chercher le positif dans ce qui s'est passé cette année. On est dans un contexte dans lequel, pour moi, je vais le dire comme ça, Mark Carney il représente ce que moi, je me suis toujours battu en politique contre. Le grand homme de la finance mondiale qui vient dire aux gens comment penser puis donner des orientations qui sont pour moi contraires aux valeurs de mon engagement politique. Je veux nommer notamment des valeurs sociales, des valeurs environnementales. Tu sais, quand il annonce la création d'un pipeline, évidemment, il ne l'a pas nommé en campagne électorale, ça. Mais dire, regarde, nous, on fait des grands projets. Et ça veut dire quoi, des grands projets? Ça veut dire qu'on le fait puis on l'impose aux gens. Et 2 fois plutôt qu'une, il y a une tentative avec C5 de contourner des lois, notamment environnementales, notamment les obligations de consulter les peuples autochtones. Avec C5, moi, j'ai réussi à convaincre les collègues de retirer la loi Ces Indiens, parce qu'historiquement, c'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Mais elle donne un plancher de droit aux Premières Nations, l'obligation d'être consultées, de faire partie de ces grands projets-là. Donc ça, c'est un exemple. Comme le Bureau des audiences publiques de l'environnement pourrait être aussi retiré des grands projets. Donc, quand on annonce C5, ça, on l'a fait retirer. Mais avec le projet de loi C15, la mise en application du budget, il y a une ligne vers la page 300 qui dit que un ministre peut faire abstraction de certaines lois pour pouvoir mettre de l'avant ses projets. Ça, c'est le genre d'exemple qui me fait peur parce qu'on donne à des pouvoirs plutôt cachés, sans reddition de compte, nécessairement sans imputabilité, le pouvoir de suspendre des lois, dont notamment la consultation. On retourne dans le passé, là, dans les années des débuts de la Confédération, où le Canada est né pour des grands projets comme ça, en faisant fi de beaucoup de choses sur son passage. Exact. Et je n'aime pas ça. Évidemment, tout le monde aimerait ça avoir un nouveau train qui relierait l'Abitibi-Témiscamingue particulièrement. Il n'y a pas que du mauvais à faire des grands projets. Mais si ça se fait dans le dos des gens, si ça se fait en catimini, puis finalement, on se rend compte par après des impacts majeurs que ça a, je trouve ça dangereux. Tu sais, un projet qu'on apprenait hier par l'Action boréale, c'est qu'il y aurait 2 nouveaux tracés de potentiels pipelines pour amener du gaz naturel. Honnêtement, je crois peu à la viabilité de ce projet-là. Sincèrement, je ne pense pas que ça va se faire. Puis l'expérience de gazoduc devrait démontrer qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Mais c'est essentiellement soit le trajet de gazoduc qui est repris entre Rouyn-Noranda, Lassar, Amos-Val-d'Or que le pipeline traverserait, ou un peu plus au nord. Et ça, je serais vraiment curieux d'entendre Mandy Gold-Masti là-dessus, sur voir comment elle réfléchit ce projet-là qui passe à travers notamment le territoire de Iwichi. Avez-vous un contact avec elle, la députée de EU et de... Abitibi-Benjamin-Navik EU. Merci. Le territoire EU-Ichi, parce que vous êtes collés, là. Bien, tout à fait. Je suis porte-parole au niveau des relations avec les Autochtones. Oui, quelques échanges. Je dirais qu'ils pourraient être plus nombreux. Mais en même temps, il y en a. On en a en comité. J'ai pu l'interpeller sur plusieurs enjeux, notamment au niveau du logement autochtone, notamment au niveau de l'eau potable. Je trouve que ce qui se passe au fédéral représente bien un moment où on attend des actions. Ça n'a pas été un automne très, très actif. L'agenda législatif, qui est la responsabilité du gouvernement, n'a pas été très généreux. Moi, je pense qu'il y avait une occasion, particulièrement au niveau autochtone, de lancer de l'avant beaucoup de projets. C'est un budget qui a été décevant. Il y a une centaine de fois que les Premières Nations sont nommées moins en 2025 qu'en 2024, par exemple. Et ça, pour moi, c'est symptomatique. Il y avait un chapitre pour les Premières Nations. Ce chapitre-là a été enlevé. L'argent pour l'eau potable, il va en avoir à partir de l'année prochaine, mais c'est une urgence nationale, mais il n'y en avait pas cette année.
Donc, tout ça sont des exemples dans lesquels, effectivement, je suis resté sur mon appétit et c'est le genre de conversation, évidemment, sur lequel j'ai interpellé ma collègue voisine. Mais dans le contexte, effectivement, c'est quoi la suite des choses? C'est quoi la vision Mais du Québec et du c'est Canada? pas un peu ça la stratégie de tenter le terrain avec des projets à l'emporte-pièce puis de voir la réaction. Puis là, si ils sont capables de faire les coups des franges ou au contraire qu'il y a de la résistance, tu sais. Mhm. Et c'est là qu'ils ont tenté, Mark Carney, d'acheter un pipeline ou de promettre un pipeline en Alberta vers la Colombie-Britannique, sans consulter nécessairement la Colombie-Britannique ou les Premières Nations. Donc, on se place dans une situation directe pour 2026, si on veut se donner un peu de perspective dans un bilan de fin d'année, ben, dans lequel je pense qu'il risque d'avoir beaucoup de confrontations, de visions, d'idées, parce que les intérêts sont différents ailleurs. Et je suis très curieux, évidemment, de voir qu'est-ce qui s'en vient au niveau québécois. Avec une élection cet automne, on sait que ça commence à se mobiliser particulièrement pour Abitibi-Ouest, mais je trouve ça intéressant de voir que le Québec veut se mobiliser puis mettre de l'avant sa différence, surtout dans le contexte où j'ai l'impression, tant au niveau culturel qu'au niveau de la langue, il y a des enjeux, évidemment, avec le reste du Canada, avec au niveau économique, qu'est-ce qui nous reste? T'sais, on peut parler de l'enjeu de la forêt. Je n'ai pas vu le gouvernement fédéral vouloir prendre en charge avec sérieux l'industrie forestière. Quand j'ai posé une question à François-Philippe Champagne sur la situation d'Arbec ici à la période de questions, il me dit « Ah ben Sébastien, tu vas être content. J'ai déjà parlé à la compagnie Arbec, je leur ai promis une nouvelle ligne de crédit. » Et là, tu as une situation dans laquelle il y a un contexte évidemment nord-américain, très critique. Ça fait 40 ans qu'on vit une crise du bois d'œuvre, mais ça fait 100 ans qu'on... mais particulièrement intense dans les derniers mois à cause de la situation avec Donald Trump. Et là, ce qu'on dit, il y a une entreprise qui dit « Moi, mes liquidités sont difficiles. On vient d'acheter en 2023, on investit 10 millions et malgré ça, on est obligé de suspendre les activités. » Quelque chose de pas facile. Donc, c'est en date du 20 que oui, ça ça tombe. arrive, là, oui. Mais la réponse, ça a été « Ah, ben on leur a promis une ligne de crédit. » Donc, ça moi, change si rien, tu viens me ça, voir là. puis tu me dis « Hey, j'ai plus d'argent, Sébastien, tu peux-tu m'aider? » Ben regarde, je te donne une nouvelle carte de crédit, tu me rembourseras plus tard. Regarde, ça t'aide pas à avoir les liquidités pour traverser la période. Bien au contraire, ça te met dans une situation à risque. On aurait aimé une subvention salariale pour maintenir l'expertise, pour faire en sorte que les gens puissent se sentir beaucoup plus confortables à l'idée de passer Noël, puis dans la perspective de revenir. On aurait aimé des gestes plus proactifs de négociation avec Donald Trump. Ça, Carney a dit, moi, d'un claquement de doigts, je vais régler ça, le problème avec les États-Unis, je suis la meilleure personne pour ça. Un an plus tard, on se rend compte qu'on a reculé, on est même moins proche d'une entente. Même que je disais ce matin que l'accord de libre-échange avec les États-Unis, ce principe-là est fini. Donc, c'est quoi la perspective? Bien, il y a peut-être un regard qu'on doit avoir sur nous-mêmes comme Québécois, puis se poser la question, est-ce que notre avenir est encore dans le sein du Canada? Puis c'est une des questions qu'on devra se poser en 2026. Et là, ça fait 38 ans que le Bloc est au fédéral. Comment ça se ressent là, présentement? Parce que là, les sondages indiquent quand même une intention de vote pour le Parti québécois au Québec. Comment ça se ressent au sein du Bloc? Est-ce qu'il y a des commentaires de ce côté-là, Sébastien Lemay? Je te dirais d'abord deux choses. Tu nommes 38 ans, ben, ça me fait penser quand même. C'est un peu moins que 38 ans, mais le Louis Plamondon qu'on a célébré 41 ans, en fait 15 059 jours. Puis je l'ai noté parce que moi, je suis né 2 jours avant son élection. Ceci étant dit, le Bloc est né en 90. Non, en fait, élire son premier député en 90. Mais... d'abord, c'est le contexte. On est réaliste. Il y a un an, il y a des gens qui taquinaient François Blanchette pour dire hey, il va falloir que tu te prépares à la Stornoway, donc la résidence du chef de l'opposition officielle du Canada. Puis évidemment, cette blague-là, d'excès de confiance, c'est tourné parce que le vent a complètement tourné, puis on a même perdu le tiers de notre caucus. Donc, je suis quand même très prudent que les sondages sont bons pour nous, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut les mettre en perspective parce que 6 mois, on sait, en politique, c'est une éternité. Je pense qu'il faut continuer de faire un travail rigoureux et constant, ce qu'on fait, puis de gagner la confiance des Québécois sur le long terme. Il y a eu une bulle l'année passée qui nous aura fait mal, mais elle était circonstancielle. Après ça, pour dire qu'est-ce qui s'en vient au niveau des sondages, je pense qu'on est prudent de l'expérience qu'on a vécue, puis on veut continuer à faire un bon travail. Je comprends bien ce que vous dites. Alors, Sébastien Lemire, c'est tout le temps qu'on a pour la chronique du député de l'Abitibi-Témiscamingue aujourd'hui. On termine
2025. Je vous laisse les derniers mots pour la chronique. Ben, enfin, l'occasion de dire merci aux gens pour leur confiance en 2025. Ça a été une élection. C'est possible qu'il y en ait une en 2026. Moi, j'exclus pas que ça peut revenir parce que je vois pas comment ce Parlement-là va être fonctionnel. Mais j'aime bien prendre l'image de dire qu'on a une page blanche devant nous et c'est à nous de dessiner une histoire qui nous ressemble et qui nous rend fiers. Et c'est ce que je nous souhaite pour 2026. Un peu plus de fierté dans nos actions collectives. Ben, merci d'être venu en studio, Sébastien Lemire. Merci Bruno, merci Sincère.